Bonjour tout le monde. Ça, c'est pour la caméra. Bien, bonjour tout le monde, ou bonsoir plutôt. Je me présente, donc Marco Di Martino, je suis chargé de journalisme chez Clepsydre. Bonjour à tous, je suis Marie Loger, la responsable communication de Clepsydre. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir notre invité d'exception, Sergueï Gernov, à qui je laisse la parole afin de se présenter plus en détail. Ok, je vais juste couper mon téléphone pour ne pas déranger. Alors, bonjour tout le monde. La salle est pleine, donc c'est super, tout va bien. Qui c'est qui ne me connaît pas? Ok, il y en a. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a des gens qui ne regardent pas la télévision. C'est bien. Bon, on découvre. Je suis soviétique, je suis russe, je suis né à Moscou. J'ai été ce qu'on appelle un espion du KGB, c'est-à-dire un officier traitant du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie et avant ça de la première direction générale du KGB qui est le ministère de sécurité de l'Union soviétique. Voilà. Je suis rentré en 1984 à l'école du KGB. J'ai fait 3 années dans cette école, puis après quelques années au centre, ce qu'on appelle le centre, à Yasenevo. C'est le quartier qui se trouve au sud de Moscou. Et après, je suis parti sur le terrain et ma grande mission, la dernière grande mission, c'était d'infiltrer l'ENA, l'École nationale d'administration à Paris, où j'ai été le premier étudiant soviétique à être admis dans le cycle international long de l'ENA, juste avant que le KGB ne disparaisse au mois d'octobre 1991, le Parti communiste ne soit interdit en Russie et que l'Union soviétique ne se disloque. Après, automatiquement, on m'a fait passer dans le nouveau service qui s'appelle le SER, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Et en 92, j'ai déposé ma démission qui a été acceptée. Je suis repassé dans la vie civile normale comme conseiller des relations internationales et du commerce entre la France, la Suisse et la Russie. Et puis, j'ai que ça pour faire... Non, vous inquiétez pas. Okay. Après, il y a eu un petit problème avec mon ancienne administration parce qu'ils ont voulu me récupérer. On pourra rentrer après dans les détails si ça vous intéresse. Et donc, pour un tout petit peu me défaire de cette pression, j'ai dû faire mon coming out de l'appartenance aux services spéciaux russes, ce qui était interdit par la loi. Et donc, pour conterner cette interdiction, j'étais obligé de trouver un moyen assez humoristique et assez pittoresque. J'ai fait un procès civil au service des renseignements pour demander mon diplôme d'espion. Et donc, bien évidemment, ça a créé un petit buzz au niveau journalistique, pour lequel j'ai été poursuivi par le FSB, le service de sécurité actuel russe, pour divulgation de secrets d'État. Et donc, j'étais obligé de partir de Russie en 2001, puisqu'en plus, il y a Poutine qui est arrivé, avec tous ses copains du KGB. Et donc, je suis arrivé en France, où j'ai demandé l'asile politique, qui a été accepté en 2004. Et depuis, je suis en France. Et voilà. Et en 2019, j'ai publié mon premier livre qui s'appelle Pourchassé par le KGB. Après, l'année dernière, en 2021, j'ai publié KGB, DGSE, 2 espions face à face, avec François Varou, un officier traitant de la DGSE. Et cette année, le 3 mars, j'ai fait sortir L'éclaireur, ma biographie, avec Jean-Luc Réva. Et le 1er juin, le livre L'engrenage, chez Albin Michel, sur le conflit ukrainien. Et depuis le 24 février, je suis assez souvent sur les plateaux télé, d'où d'ailleurs ma petite remarque pour les personnes qui ne me connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils ne regardaient pas la télé, parce que c'est difficile de rater le plateau sur lequel je ne suis pas. Après, ceux qui regardent la télé, ils ont suivi aussi une petite blague qui m'a valu d'être limogé de LCI, mais maintenant je suis sur BFM et sur d'autres plateaux.
Voilà, en quelques mots, la présentation. Alors merci. On va d'abord aborder votre parcours pour arriver au KGB. Donc comment avez-vous choisi votre parcours académique puis professionnel? Était-ce une vocation dès le départ d'intégrer les services secrets? Vocation, je ne peux pas dire, non. J'ai pas rêvé d'être un espion, même si c'est quelque chose qui m'intéressait, bien évidemment, parce que, donc vous avez compris, j'ai vécu en Union soviétique, donc du temps de la guerre froide, pour ceux qui ont oublié un tout petit peu les cours d'histoire géo du lycée. C'est quand même l'époque où les deux mondes capitalistes et communistes étaient séparés. Donc nous, on n'avait pas le droit de voyager ici. On ne connaissait absolument pas ce qui se passait ni en France ni aux États-Unis. On était enfermés dans notre propre pays. L'espionnage, c'est quelque chose qui nous faisait rêver parce que ça nous ouvrait en fait la possibilité de voyager à l'étranger. Donc à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas l'espionnage. Moi, j'ai fait... on apprend les langues étrangères vers l'âge de 11-12 ans à l'école secondaire en URSS. J'ai commencé à apprendre l'anglais officiellement. Au plus petit, j'ai même fait une petite tentative d'apprendre l'allemand tout seul. Donc ça marchait très bien en fait pour les langues étrangères pour moi. En anglais, à la fin de la première année d'études, on a un petit concours linguistique qui s'appelle les Olympiades, en fait en plusieurs matières. Et en anglais, j'ai gagné le concours dans mon école et dans ma région, enfin dans ma ville de Zelenograd où j'habitais. C'est un quartier, c'est un arrondissement de Moscou. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait tous les lauréats des concours linguistiques en Union soviétique étaient rentrés dans la base de données du KGB pour constituer une base future pour éventuellement servir de base de recrutement d'officiers pour le service de renseignement extérieur. Et donc ça marchait très très bien. En plus, à l'école, le parti m'a choisi pour diriger les organisations de jeunesse. Ce n'est pas comme vous, hein. Vous, les associations, c'est vous qui choisissez d'y être. Par exemple, les gens qui portent ces jolis sweats. Donc voilà, vous avez choisi. Donc nous, on était obligés. Donc on avait l'uniforme avec notre foularde, comme les scouts en France. Voilà. Et en fait, l'école et le parti, l'organisation du parti m'a choisi pour diriger cette organisation. Et à 14 ans, en fait, notre lycée, c'est 2000 personnes. Et l'organisation de la jeunesse, c'est 1400 personnes. Donc à 14 ans, je me suis retrouvé à la tête d'une organisation de 1400 personnes à diriger. Donc en fait, ça correspond à peu près à un régiment. Donc je suis devenu colonel d'un régiment de jeunes pionniers. Et ça m'a ouvert la voie royale vers une école qui est une école très prestigieuse, une école supérieure qui s'appelle le MGIMO, qui existe toujours. C'est l'Institut de Moscou, l'Institut d'État de Moscou des relations internationales qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Et donc cette école-là, c'est une grande école en fait qui prépare les diplomates, les économistes internationaux, les journalistes internationaux et les juristes internationaux. Et donc en fait cette école qui ouvre en fait la voie royale vers l'international, mais qui sert aussi de vivier pour le KGB. Et en fait j'ai été recruté par le KGB dans cette école. Donc le problème, c'est que pour beaucoup de personnes encore, malheureusement, les termes KGB, FSB, c'est encore assez flou. Donc vous pouvez définir rapidement ce qu'est le KGB en quelques mots et nous préciser la différence ou les différences avec le FSB. Ok. Le KGB, c'est un acronyme, le Comité pour la sécurité de l'État. Комитет государственной безопасности. Je vais parler un peu russe parce qu'il y a des gens qui me demandent si je parle russe. Surtout avec Marco, lui il parle russe. Hein, et, il est à moitié russe-ukrainien, donc déjà il m'a raconté tout sur votre école. Déjà, je connais tout sur vous aussi. Hein. Et donc le KGB c'est un énorme organisme. En fait, c'est un ministère de sécurité qui regroupe dans son sein
tous les services spéciaux. Par exemple, en France, vous avez plusieurs services, ou aux États-Unis, vous avez 17 services de renseignement. En France, vous en avez 5 ou 6 actuellement. Donc, les plus connus, c'est la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc c'est l'espionnage, la DGSI, Sécurité Intérieure, vous avez la DRM, la Direction des renseignements militaires, et donc, chez nous, tout ça, c'est dans un seul ministère. À mon époque, le KGB, c'était 420 000 officiers de carrière, dont la moitié, c'est les gardes frontières. En principe, les gardes frontières servent pour protéger, soi-disant, des dangers de l'extérieur. Chez nous, les gardes frontières servaient à empêcher les gens soviétiques partir à l'étranger pour là où les gens, en principe, vivaient un peu mieux au niveau matériel. Et l'autre moitié, donc les 200 000, sont partagés entre les services de contre-espionnage qui sont nombreux. Parce qu'il y a la deuxième direction générale de contre-espionnage, c'est le contre-espionnage général. Troisième, c'est le contre-espionnage militaire. Quatrième, c'est le contre-espionnage sur les transports. Cinquième, c'est la police politique. Sixième, c'est le contre-espionnage dans l'économie, etc., etc. Septième, c'est le service des filatures. Et en fait, dans toute cette organisation, la première direction générale, c'est la plus prestigieuse, mais la plus petite aussi. C'est seulement entre 7 et 8 000 personnes, qui est l'espionnage extérieur. Voilà, donc ça, c'était... et puis après, neuvième, c'est la protection des personnalités, 12e, les archives, etc. Donc c'est un énorme truc. C'est un monstre qui s'occupe de tout ce qui est sécurité et services spéciaux. Et à la sortie du URSS, donc en 1991, lorsque l'URSS s'est disloqué, ce monstre a été coupé en morceaux et chaque morceau est devenu un service à part. Donc la première direction générale, celle de l'espionnage, est devenue le SVR, Service des renseignements extérieurs, service autonome. La deuxième, et après toutes les autres, en fait toutes les directions de contre-espionnage sont entrées dans le FSB. Donc le FSB, Service fédéral de sécurité. En fait, actuellement, le FSB, c'est presque autant que le KGB à l'époque soviétique. Et le SVR, c'est 2 fois plus que du temps de l'Union soviétique. C'est-à-dire, en montant, c'était entre 7 et 8 000 personnes. Maintenant, c'est entre 15 et 16 000 personnes. Voilà. Et il y a encore quelques services qui ont été détachés, dont le FSO, qui est le service de protection des personnalités, y compris avec le service de protection du président, actuellement Poutine. Voilà, donc, mais on peut dire que c'est quasiment la même chose, sauf que ça a été coupé en plusieurs morceaux, on peut dire en 3 morceaux. Le plus gros, le FSB, le plus petit, c'est le SVR et le FSO. Voilà. Et donc, vous, quels ont été vos différents rôles au sein de cette organisation, concrètement ? Donc vous avez compris, moi j'ai travaillé pour la première direction générale, c'est-à-dire pour l'espionnage extérieur et pour SVR. C'est-à-dire pour le service qui vous a envoyé à l'étranger pour cueillir de l'information secrète, du renseignement, pour le ramener dans le pays. Dans ce service, vous avez deux principales lignes. Il y a la plus grande partie, c'est ce qu'on appelle l'espionnage légal. C'est-à-dire, vous avez des gens qui partent à l'étranger, qui vont faire les espions sous la couverture officielle. Ils vont travailler dans les représentations officielles de notre pays à l'étranger, style les ambassades, les consulats, les représentations commerciales, culturelles, etc. Par exemple, à Marseille, vous avez le consulat général de Russie, qui est une émanation du gouvernement russe. Et donc, bien évidemment, vous avez une filiale de service d'espionnage qui est à Marseille. Il y a des espions ici, chez vous, comme à Paris. Enfin, l'antenne principale est à Paris, à l'ambassade, mais vous avez une petite antenne d'espionnage aussi à Marseille pour vous faire plaisir
Comme ça, vous ne sentirez pas délaissé par l'espionnage russe. Sinon, il y a aussi un consulat russe à Strasbourg, à Lille. Après, quelques-uns étaient fermés. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'espionnage légal. Le mot légal, ça ne veut pas dire qu'ils font les choses qui sont légales. Tout ce qu'ils font, c'est criminel. Tout ce qu'ils font, c'est les choses... si jamais ils sont cueillis, chopés à faire de l'espionnage, ils vont aller en prison. Enfin, ceux qui n'ont pas la protection diplomatique, ceux qui sont protégés par la protection diplomatique vont être expulsés de la France. Mais légal, c'est notre jargon intérieur. Légal, ça veut dire qu'en fait, ils ont la couverture légale. Et puis, il y a une toute petite filière qui s'appelle la filière des illégaux ou des clandestins. C'est-à-dire, c'est les gens qui ne sont pas rattachés à cette pancarte, l'Union soviétique ou la Russie, qui vont à l'étranger. Et pour les meilleurs dans cette filière, ils vont même être comme les gens que vous avez peut-être vu une série télévisée qui s'appelle The Americans, les Américains, ou le bureau des légendes pour les Français. Oui ou non? Ok. Donc voilà. Donc en fait, ce sont les gens qui vont utiliser les faux noms, les fausses identités et les fausses nationalités, qui vont se cacher. Par exemple, moi, j'aurais pu jouer un rôle d'un Français, d'un Canadien ou d'un Belge ou de n'importe quelle nationalité, pourvu qu'elle ne soit pas soviétique ou russe, pourvu qu'elle ne soit pas du pacte de Varsovie. Parce que quand on est à l'étranger et quand on appartient au bloc communiste, on est quand même suspecté de travailler pour l'espionnage. Mais si on appartient, si on a un passeport différent, si on a un passeport français, anglais, américain, allemand, donc à ce moment-là, vous n'êtes pas... vous êtes noyé dans la masse étrangère ou dans la masse des locaux dans ces pays, et vous avez beaucoup plus de possibilités en fait de faire de l'espionnage. Voilà. Et donc moi j'ai travaillé pour cette filière qui s'appelle la filière des illégaux. Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec Vladimir Poutine en 1981, si je ne me trompe pas? 80. Comment décririez-vous ce personnage? Donc, en 1980, moi, je suis étudiant au MGIMO. Je suis étudiant de la deuxième année. Je viens de terminer ma deuxième année. Et en été 1980, à Moscou, sont organisés les Jeux Olympiques d'été. Donc, c'est un énorme événement. Sauf que cet événement est un peu... Il y a un petit problème, c'est que... Enfin, un petit problème. Il y a un énorme problème, c'est que l'Union soviétique a attaqué l'Afghanistan en décembre 1979, 6 mois avant. Donc, l'Union soviétique a fait exactement ce que Poutine fait actuellement en Ukraine, mais sauf en Afghanistan. Et donc, il y a la même réponse, c'est-à-dire que les États-Unis, à cette époque-là, c'était le président Carter, Jimmy Carter, qui était à la tête des États-Unis, qui a organisé le boycott des Jeux. Donc, du coup, les Américains ne sont pas venus. Les autres sont venus. La France est venue, mais n'est pas venue sur le drapeau français. Donc, tout est particulier. Et moi, j'ai voulu travailler comme volontaire pendant ces Jeux. On s'attendait à ce qu'on me propose le travail comme guide pendant les Jeux. Et je suis très déçu parce qu'en réalité, on nous a mis avec quelques copains de MGIMO dans un central téléphonique où on devait faire du renseignement téléphonique. Sauf que, en fait, toutes les délégations qui sont venues, c'était les délégations qui avaient leur propre guide qui les accompagnait, qui souvent étaient d'ailleurs les officiers du KGB, et personne ne nous appelait. Et à un moment donné, je fais mon shift et je reçois un coup de fil. C'est un Français qui m'appelle. C'est un Français juste qui était curieux, qui a trouvé son numéro de téléphone des renseignements, qui m'appelle. Et donc, pour moi, c'était le premier Français de ma vie. Ça faisait 2 ans que j'apprenais le français. Et c'était le premier Français vivant avec lequel je parlais. Donc,
à vous, ça peut vous paraître quelque chose d'assez anodin. En fait, je vous dis, nous, on vivait derrière le rideau de fer. Ça veut dire que c'est, je ne sais pas, si vous êtes croyant, c'est comme à un moment donné, il y a Jésus-Christ qui vous appelle. Donc il y a un numéro de téléphone, enfin il y a votre téléphone qui sonne, vous décrochez, et de l'autre côté, on vous dit c'est Dieu. Ah, ou c'est Jésus-Christ, ou c'est Marie, voilà, donc, ou Saint-Joseph, ou Saint-Nicolas. Enfin, il y a un saint qui vous appelle, donc bien évidemment, bah, ou pour les musulmans, c'est comme si Mahomet vous appelait. Voilà, ça fait ça. Et donc, bien évidemment, lorsque ça m'arrive, j'ai voulu rester aussi longtemps que je pouvais au téléphone. Et en fait, j'ai oublié complètement le temps. Le temps s'est arrêté. Et on a passé 2 heures à bavarder au téléphone. Pour moi, c'était le premier français. Pour lui, j'étais le premier soviétique qui parlait le français, qui pouvait raconter. Donc, on échangeait, on se posait les questions. Enfin, on faisait la même chose. Il me posait les questions, je lui répondais. Je lui posais les questions et il me répondait. Sauf que j'étais quand même dans un central d'enseignement téléphonique. Normalement, ça dure 30 secondes. On vous demande un numéro de téléphone, vous donnez le numéro de téléphone et vous raccrochez. Et donc, ça a paru un tout petit peu bizarre à tous les gens qui étaient autour de moi. Et quand j'ai raccroché, en fait, lui, il m'a proposé de boire un coup en ville, mais c'était interdit pour nous. Donc, je lui dis non, ma mère est malade, je dois aller à l'hôpital lui rendre visite. Malheureusement, je ne peux pas. Donc, un mensonge pieux. Et quand j'ai raccroché, on m'a convoqué chez la directrice de ce central téléphonique. Et donc, en fait, ça leur a paru très suspect. Ils ont appelé le KGB, ils ont appelé le service de sécurité. Et le KGB a envoyé un petit bonhomme donc 1m62, assez chétif, en costume gris, qui m'a présenté sa carte du KGB, qui m'a dit « Suivez-moi ». Bon, on est descendu, il m'a mis dans une voiture noire avec gyrophare. En 5 minutes, il m'a appelé et il m'a amené au siège du KGB, à la Loubianka. Enfin, à l'époque, c'était à place Dzerzhinsky. Et il m'a cuisiné pendant 2 heures. Et ce bonhomme, c'était capitaine Poutine, qui, à l'époque, je ne savais pas, enfin, je croyais qu'il travaillait à Moscou. En fait, c'est uniquement après, quand il a publié sa biographie, quand je l'ai connu un peu plus, j'ai appris qu'en fait, il travaillait à Leningrad, dans la 2e ville soviétique, qui est à 700 km de Moscou. Mais pour les Jeux Olympiques, en fait, il y avait des effectifs du KGB, des provinces de KGB qui étaient appelés à renforcer les effectifs à Moscou. Et donc, c'est lui qui était de garde ce jour-là au sein de Loubianka. Et c'est lui donc, qui m'a posé les questions. Lui, donc, il travaillait à Leningrad, à Saint-Pétersbourg, et il voulait être transféré à Moscou. Il voulait absolument être transféré dans la capitale, vers là où c'était le service le plus prestigieux. Et encore mieux, il voulait partir comme espion à l'étranger. Et en fait, il travaillait comme un contre-espion dans le service de contre-espionnage territorial, provincial de Saint-Pétersbourg. Et il a tout fait, en fait, pour me mettre sur le dos une histoire pénale, pour me présenter comme soit un espion, soit un dissident, pour gagner du galon. Voilà. Et donc, ça, j'ai senti qu'en fait, c'était quelqu'un qui adorait le pouvoir. Donc, là, on n'a pas le temps. Donc, tous ceux qui veulent apprendre ça, comment ça s'est passé en détail, peuvent acheter mon livre qui s'appelle L'Éclaireur. On est en période de Noël, ça fera un très très joli cadeau de Noël. Vous pouvez l'acheter vous-même, vous pouvez l'offrir à tous vos amis, à tous vos parents. Ça fera plaisir beaucoup à mon éditeur Nimrod. Voilà, mais blague à part, bien évidemment, je peux pas rentrer dans tous les détails, parce que déjà le livre, c'est 518 pages, qui se lisent très 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 vite, hein, n'ayez pas peur. Et donc voilà. Et lui, en fait, il a échoué dans cet interrogatoire. Bon, après, il y a eu quand même des rebondissements. Donc, je ne vais pas vous gâcher le plaisir de le découvrir dans le livre. 4 ans après,
en fait, on s'est rencontrés la deuxième fois avec lui. Donc en 1984, je rentre à l'école du KGB, à l'Institut Andropov, et Poutine aussi rentre la même année. Donc il a été, enfin, il a réalisé ce rêve d'arriver à Moscou pour faire la même école. En fait, les études commencent le 1er septembre. Et le 29 août, on a réuni toute la promotion. Il y a 4 facultés, donc il y a à peu près 300 personnes. On réunit les 300 personnes dans un parking, un grand parking devant le stade Loujniki. Et après, on met dans les bus et on nous envoie dans 4 facultés différentes. Et donc, dans cette foule, je vois le visage que je reconnais, lui aussi. Et là, en fait, je suis un peu ironique parce que vous avez compris, la première fois, ça s'est mal passé pour les deux. Et donc, j'ai absolument pas apprécié cet interrogatoire. Et donc là, j'étais un peu ironique en disant, cette fois-ci, on est du même côté de barricade. Parce que la première fois, il était quand même celui qui interrogeait et moi, c'est celui qui était obligé de répondre. Voilà comment ça s'est passé les 2 fois. Et puis, dans le livre, je raconte encore les 2 autres fois on s'est rencontrés. Et donc, toujours acheter mon livre. Alors, qu'est-ce qui a causé votre départ définitif du KGB et peut-on vraiment en sortir et en être indépendant par la suite ? C'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure en quelques mots, c'est que en réalité, donc j'arrive pour ma dernière mission, enfin ma plus grande mission pour laquelle j'étais assez fier, et on pourra en parler un peu plus en détail après. En fait, au mois d'août 1991, il y a eu un coup d'État contre Mikhail Gorbatchev, qui était à l'époque le président, qui était un grand réformateur, et donc il était très mal apprécié par ce qu'on appelle les conservateurs du parti. Et donc les conservateurs du parti ont essayé de le renverser avec l'aide du KGB, donc le service, le comité d'État pour sécurité, donc le président Khrouchtchev, qui faisait partie des comploteurs et des complotistes contre Gorbatchev. Et puisque ce putsch a échoué, donc Gorbatchev s'est vengé du KGB et elle a décidé de le dissoudre, de le découper en petits morceaux. Moi, j'étais à cette époque-là à Paris et je me retrouve sans le service pour lequel je travaillais, sans le parti pour lequel je travaillais et sans le pays pour lequel je travaillais. Et en réalité, je n'étais absolument pas mécontent de ça. Au contraire, j'étais très très content. J'en ai profité pour déposer ma démission qui a été acceptée en 1992. Et après, je suis rentré dans la vie normale, civile, à l'international. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui le culte pour la personnalité de Vladimir Poutine ? Ça, c'est quelque chose. C'est une question qui n'est pas facile, à répondre. Donc en fait, le pays n'a jamais vraiment élu les dirigeants. Les dirigeants ont été élus entre eux parce qu'on avait un système assez compliqué. Donc il y avait plusieurs organisations de masse. Donc lorsque vous étiez à l'école, c'était la jeunesse communiste. Dans la jeunesse communiste, tout le monde y était. C'était une obligation. On ne pouvait pas vous échapper. Donc, de 9 à 15 ans, vous faisiez partie de jeunes pionniers. Après, vous avez le choix. Il y avait une autre organisation qui était la jeunesse communiste un peu plus âgée, de 14 à 27 ans, dans laquelle vous pouvez rentrer ou ne pas rentrer. Mais tout le monde voulait y rentrer, puisque si vous voulez être bien vu par le pays, par le parti, il fallait plutôt faire partie de ce moment de la jeunesse, qui, lui, comptait 38 millions d'habitants, de membres. Donc c'est une énorme organisation. L'Union soviétique, c'est 300 millions d'habitants. Donc il y a à peu près 10% de la population qui faisait partie de cette jeunesse communiste. Et après, vous avez le parti qui était 16 millions de personnes.
Et c'était quoi la question déjà? J'ai perdu le... Comment vous expliquez le culte pour la oui, personnalité? Voilà. Et donc, vous avez compris, en fait, il y avait une telle pyramide de pouvoir que dans le parti, en fait, après, il y a le congrès, et après, il y a le comité central, et après, il y a le bureau politique, et après, il y a le secrétaire général du comité central qui est le leader. Et bien évidemment, ce n'était pas nous qui éligions, là, même si sur le papier, bien évidemment, tout le monde participait, mais en réalité, c'est eux, en fait, au comité central qui élisaient celui qui était à la tête. Et nous, on subissait, en quelque sorte, cette personne qui dirigeait le pays. Bon, Staline, 30 ans, donc quand on reste 30 ans au pouvoir, bien évidemment, on s'installe dans le pouvoir, il y a le culte de personnalité qui s'installe. Donc Staline, c'est le meilleur, Staline, c'est le plus grand, Staline, c'est le plus intelligent, Staline, c'est le plus fort. Ce qui fait que ça a créé même des blagues, parce que, par exemple, à un moment donné, Staline était, par exemple, dans une voiture, la voiture qui est tombée en panne. Et donc, il sort de la voiture et il se dirige vers le poste ou la station-service la plus proche en disant « J'ai besoin d'un téléphone pour appeler ». Et la dame qui est dans cette station dit « Mais vous êtes qui ?» Et il dit « Je suis Joseph Staline, je suis le premier secrétaire du parti. » Et la dame a dit « Non, c'est pas possible. Staline, je connais. Staline, c'est un mec de 2 mètres de hauteur, parce qu'en fait, il y avait les statues de Staline qui étaient dans toutes les villes, qui étaient les statues énormes. Et lui, il était tout petit, en fait. Il était comme Poutine. Et la dame a dit non, je vous crois absolument pas. Donc voilà. Donc c'est pour vous donner à quoi ça peut mener le culte de personnalité. Après Staline, on a dit on va casser ce culte de personnalité. Et donc Khrouchtchev qui l'a remplacé. Au début, il y avait une direction collective. Il n'y avait pas que le numéro 1. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient autour de lui, qui dirigeaient le parti. Mais en réalité, il y a le même culte de personnalité qui s'est installé par rapport à Khrouchtchev. Après, il y a Brejnev qui s'est installé, et il y a le même culte de personnalité qui s'est installé par rapport à Brejnev. Après Gorbatchev. Donc vous avez compris, en fait, le pays a presque l'habitude d'avoir le culte de la personne qui le dirige. Surtout que les 2 dernières, donc Gorbatchev, il est très très bien vu en Occident, mais il est mal aimé par les soviétiques parce qu'il y a beaucoup de soviétiques qui croyaient que c'est à cause de lui que l'Union soviétique s'est cassée la figure. Et donc il y a des gens qui sont nostalgiques de l'époque soviétique qui disent c'est à cause de Gorbatchev que tout ça nous est arrivé, que la grande Union soviétique a cessé d'exister, qu'elle a été découpée, qu'il y a plusieurs républiques qui sont parties, qui sont devenues des États indépendants. Et après, lorsque ça s'est passé, en Russie, nous avons eu le président Yeltsin, qui était à la fin une personne très malade, très âgée, alcoolique. Et donc, en fait, à la fin, tout le monde avait honte tout simplement de Yeltsin, parce qu'on se disait c'est un alcoolo qui nous dirige, enfin il fait n'importe quoi, etc., etc. Et là, en 2000, il y a un jeune, 40 ans, qui arrive au pouvoir. Yeltsin le présente comme son successeur, et il est comme tout le monde. En fait, son slogan à l'époque, « Je suis un président normal ». C'est comme Hollande, comme François Hollande, il a fait à peu près le même slogan, en fait. Mais disons qu'on a connu quand même Gorbatchev, qui était un grand blablateur, et qui, soi-disant, qui a cassé l'Union soviétique, et Yeltsin, qui était un alcoolique. Et donc, Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, on s'est dit finalement... il est jeune, il est capable quand même de prononcer un discours sans regarder un papier, il est pas mal, il nous ressemble. Donc tout ça, ça parlait en sa faveur. Et il y a mieux que ça. C'est-à-dire que Poutine a eu ce qu'aucun dirigeant soviétique n'a jamais eu. C'est-à-dire il arrive au pouvoir en 2000, et grâce, vous qui êtes dans une école, dans une business school, et qui savez comment ça s'est développé
les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Donc, en fait, grâce au développement de la Chine, il y a eu un essor mondial économique et il y a les prix pour les matières premières qui ont commencé à grimper parce que la Chine avait besoin d'énormément de matières premières. Et donc, les prix de pétrole, de gaz et de toutes les matières premières que la Russie produit ont augmenté. Et pour la première fois, le budget de l'État s'est rempli. Poutine n'a absolument rien fait par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que c'est juste la concurrence, la conjoncture internationale qui a provoqué tout ça. Mais c'est arrivé, c'était juste après son arrivée. Et donc, il y a plein de gens qui disent, non seulement il est pas mal, il est jeune, il est dynamique, mais en plus, le budget pour la première fois est rempli. Donc, on peut payer toutes les retraites, on peut payer tous les salaires. Il a fait augmenter les retraites, il a fait augmenter le salaire minimum, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont commencé à dire « mais il est génial ». Et en plus, il a joué aussi sur cette nostalgie de l'Union soviétique qui était un peu perdue. Il a commencé à dire « oui, mais je vais aussi commencer à réinstaurer l'estime pour l'armée, pour les services de sécurité, etc., pour être… estimé dans le monde, et donc il y a plein de gens qui disent mais c'est un mec génial. En fait, il est pas génial du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un homme politique, Poutine. Là aussi, on me pose la question, mais vous dites il a raté sa carrière d'espion, il est juste moyen, mais ça fait 22 ans qu'il est à la tête de l'État, il a tout réussi. Et là, je réponds non. En fait, il a eu de la chance. On peut ça. Vous voyez, par exemple. Demain, vendredi, il y a un tirage d'euro-millions, 130 millions d'euros. Et donc, vous pouvez jouer de 2,50 € et gagner demain 130 millions d'euros. Imaginez, Poutine, c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir. Il a raté toute sa première partie de la vie au KGB. Il a voulu être un espion, il n'a jamais réussi à être un espion. Et donc, l'Union soviétique se disloque, il est à la fin, il se dit... je vais être à la retraite, je vais être un retraité moyen, et l'Union soviétique disparaît, et il y a le capitalisme qui s'installe, et son professeur de droit devient maire de la deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Et il le prend d'abord comme secrétaire, ensuite comme conseiller, et ensuite comme adjoint. Et il gagne, au bout de 2 ans, il gagne son premier million en dollars. Et il devient l'homme le plus important, quasiment, enfin deuxième d'importance, dans une grande ville qui compte 5 millions d'habitants. Et donc il s'est dit, ça y est, j'ai gagné mon tirage d'euro-million. Et en fait, pour lui, ça va continuer sur 30 ans. Sur 30 ans, parce que vous pouvez gagner une seule fois, et lui, tous les ans, il gagne son tirage. Parce que donc Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, perd les élections. Donc Poutine se retrouve sans boulot en 1996, sauf qu'il s'est créé déjà un réseau, et on fait monter à Moscou, et on fait monter, non pas n'importe comment, mais on fait rentrer dans l'administration présidentielle comme responsable du service qui gère tout l'immobilier de l'État à l'étranger. Ça veut dire des milliards de dollars. Après, on le nomme directeur du FSB, directeur du service d'espionnage. Lui, lieutenant-colonel, il pensait être à la retraite en 1991, quasiment dans la rue. Et 7 ans après, il devient directeur du service qui n'a jamais voulu de lui comme espion, qui n'a jamais voulu de lui dans son appareil central. Après, en 1999, Yeltsin le nomme Premier ministre. Et en 2000, on l'élit président. Et donc, le mec, il pète les plombs aussi. Enfin, il s'est dit, moi, je suis élu. Et en plus, tout marche pour lui. L'économie marche. Il est estimé. Et donc, voilà le phénomène Poutine. D'accord, merci beaucoup. Venons-en maintenant plutôt à l'actualité, donc avec la guerre en Ukraine. Donc, selon vous, quel rôle de déstabilisation joue la Russie et plus particulièrement le FSB en Ukraine depuis 2014 justement ? Donc cette guerre, vous avez compris, elle n'a pas commencé le 24 février cette année.
le 24 février cette année, c'est juste la phase la plus active de la guerre qui a commencé. Cette guerre a commencé en 2014. En réalité, même avant. Donc en 1991, l'Union soviétique, qui est un grand pays de 300 millions d'habitants, qui est composé de 14 républiques fédérales, comme les États-Unis, enfin comme les États aux États-Unis, qui deviennent les États indépendants. Donc la Russie, c'est le plus grand, 70% à peu près. En fait, l'Union soviétique, c'est 22 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Il y a juste 5 millions qui sont partis. Mais la plus grande partie reste l'Union soviétique. Et c'est la moitié de la population du RSS, c'est-à-dire 145 millions d'habitants. C'est 2/3 du potentiel économique de l'Union soviétique. Mais toutes les autres républiques sont très contentes de devenir indépendantes, sauf les Russes, parce que les Russes ont l'impression qu'ils ont perdu de la grandeur. Parce que l'Union soviétique, c'était une superpuissance face aux États-Unis. Donc il y avait deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Et la Russie n'est plus une superpuissance, même si elle possède toujours l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique, mais elle n'a pas la puissance économique de l'Union soviétique. Et surtout, elle n'a pas, au niveau idéologique, quelque chose à proposer. L'Union soviétique, vous pouvez la critiquer comme vous voulez, mais elle proposait un modèle qui pouvait plaire dans n'importe quel coin de la planète, c'est-à-dire le modèle du communisme. Et face à ce modèle de communisme, il y avait une autre superpuissance qui était américaine, qui proposait un autre modèle, qui est un modèle individualiste, capitaliste. La Russie ne l'avait pas. Et donc, quand la Russie a perdu ce rôle de superpuissance, elle a commencé à mal le vivre. Et il y a eu des gens qui ont commencé à se dire, mais il faudrait peut-être reconstruire cette grande puissance. Sauf que les 14 autres États qui sont devenus indépendants n'en voulaient pas. Donc ils gardaient les contacts, ils gardaient des relations économiques, beaucoup d'Ukrainiens venaient par exemple travailler en Russie, il n'y avait aucun problème. Mais ils ne voulaient pas perdre leur indépendance. Et Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à se dire, tiens, je vais récupérer peut-être quelques États. Il a fait la guerre, enfin, c'est Medvedev, le président Medvedev, qui était une poupée qu'on a mis sur le trône au Kremlin pour garder ce trône chaud pendant 4 ans parce que Poutine ne pouvait pas le faire. Mais en réalité, c'est Poutine, vous l'avez... Enfin, tout le monde a compris qu'il est resté toujours président. Il a fait la guerre la première fois en Géorgie. Il a pris 20% du territoire de Géorgie. Et en fait, il avait la même idée pour l'Ukraine. En 2004, il a fait quelque chose. Il a voulu imposer quelqu'un comme président de l'Ukraine. C'est quelqu'un qui est originaire de l'Est de l'Ukraine, de Dnipro, je crois, qui s'appelait Viktor Yanukovych, qui est un ancien patron d'une usine soviétique, qui est devenu un homme politique. Mais en Ukraine, il y a une partie du pays qui est proche de Russie, où on parle plutôt le russe que l'ukrainien, et on se sent un peu les liens vers la Russie. Et Poutine a voulu exploiter cette proximité culturelle et géographique. Et il a voulu imposer Yanukovych comme président en Ukraine. Et il a fait quelque chose qui est impensable en France. Par exemple, imaginez que le président américain, Trump, arrive à Paris et dise, voilà, il y a Macron, je veux qu'il soit président français. Qu'est-ce qui se passerait en France si un président des États-Unis venait à Paris pour vous dire, je veux que vous, Français, moi, Américain, je veux que vous, Français, élisiez cette personne comme président. Et sinon, je vous fais la guerre. Bah voilà. C'est ce qui s'est passé en Ukraine. Donc Poutine, personnellement, est venu à Kiev et a dit, il faut élire M. Yanukovych. C'est mon protégé. Et je vous impose cette personne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Les Ukrainiens ont dit, on n'en veut pas. Et donc, les élections étaient un peu truquées en 2004. Tout le monde a compris que les élections étaient truquées.
il y a eu une révolution dans la rue, le premier Maïdan, donc cette révolution a obtenu la possibilité de réorganiser le deuxième tour convenablement. Et dans cette élection, il y a une autre personne, Yushchenko, qui a gagné cette élection. Et donc Poutine a reçu une claque. Le peuple ukrainien lui a donné une énorme claque géopolitique et politique. Il lui a dit, on n'en veut pas de toi et on n'en veut pas de tes protégés. Donc, et Poutine a très très mal pris, déjà en 2004-2005, cette claque. Et donc il s'est dit, je vais me venger. Et en plus, la même chose, presque la même chose, s'est passé après. Donc, le président Yanukovych s'est fait élire en 2009, je crois, ou 10, en 2010. Cette fois-ci, ça s'est passé plus correctement. Donc, personne ne pouvait plus lui reprocher d'avoir truqué l'élection. Mais c'était quand même quelqu'un qui était plus ou moins envoyé de Moscou. Et donc, en fait, il y avait une question. Est-ce que l'Ukraine allait se rapprocher de Russie ou allait se rapprocher de l'Europe occidentale? Beaucoup d'Ukrainiens voulaient que l'Ukraine se rapproche de l'Europe occidentale. Et Yanukovych, lui, en 2013-2014, a pris la décision. D'abord, en fait, il a voulu ça. Il a mené le processus de rapprochement avec l'Union européenne. Et au dernier moment, il a dit non, j'ai changé d'avis et finalement, on va virer vers la Russie. Et donc, il y a eu la deuxième révolution en 2014, le deuxième Maïdan, qu'on appelle Euro-Maïdan, parce que c'est les gens qui ont dit non. Nous, on veut le rapprochement plutôt avec l'Europe occidentale. Et Yanukovych a dit non, je veux le rapprochement avec Poutine. Et donc, en fait, cette révolution a chassé le président Yanukovych, qui s'est réfugié en Russie, et Poutine a dit je vais vous montrer mes dents. Puisque c'est déjà la deuxième fois que vous chassez la même personne, c'est la deuxième fois que vous chassez la personne que je vous impose. Et donc, Poutine a fait annexer la Crimée et a provoqué, soi-disant, un mouvement de nationalistes ou de séparatistes à l'est de l'Ukraine, au Donbass. Voilà. Et c'est comme ça que cette guerre a commencé. Ça a duré 8 ans. Enfin, en Crimée, il a organisé, soi-disant, un référendum. C'était un faux référendum, même si, à la limite, si on pouvait organiser des élections d'une manière normale, démocratique, peut-être ce référendum, il y a les gens que peut-être la majorité aurait voté pour la Russie. Mais de toute façon, ça a été organisé avec la violation de toutes les règles démocratiques. C'est-à-dire que en Russie, le référendum ne peut pas être organisé pendant un temps de guerre, pendant un temps d'une situation extraordinaire. Et il ne peut pas être organisé 3 mois après une situation qui était extraordinaire. Donc, à la limite, Poutine aurait dû attendre, après l'annexion, 3 mois, après faire l'annonce des référendums 60 jours avant le référendum, organiser la campagne promotionnelle. Chaque candidat devait, chaque liste qui voulait soit la Russie, soit l'Ukraine, voter. Et à la limite, après, on pouvait dire que le référendum est bon ou pas. Poutine n'a pas fait ça. Il a organisé un référendum très très vite. Et bien évidemment, à 92%, 95%, les urnes étaient bourrées et tout a été faux. Et il a organisé l'annexion de la Crimée. Puis après, il a provoqué en fait l'insurgence des gens qui étaient plus ou moins soutenus par l'armée et les forces spéciales au Donbass. Et ça a duré pendant 8 ans. Et cette année, le 24 février, il a décidé de reconnaître l'indépendance des 2 régions. La région de Lugansk et la région de Donbass en partie, et a dit voilà, je vais attaquer l'Ukraine, et il a commencé à faire la guerre. Voilà. En gros, c'est ça le conflit que nous vivons depuis le 24 février en Ukraine. Alors merci pour vos réponses. Je vais maintenant donner la parole au public si vous avez des questions.
Oh, je vais vous passer le micro. Bonjour. Alors, moi j'ai une question. Comment se fait-il que vous puissiez parler aussi librement de vos agissements au KGB et que vous puissiez, par exemple, parler du trucage des élections en 2004 sans pour autant être menacé ou... Parce que j'ai le statut de réfugié. Parce que de toute façon, disons, j'ai été déjà considéré en partant de Russie, j'ai été déjà considéré comme un traître. Donc de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc en France, je suis protégé par mon statut de réfugié. Donc voilà. Et puis c'est mon choix personnel. Voilà, j'ai choisi de dire ce que je pense ouvertement. Je suis menacé en Russie. Je reçois les menaces assez régulièrement. En fait, ma protection, c'est ça. C'est la lumière. Plus je suis en lumière, plus je suis protégé. Parce que, disons que si maintenant le pouvoir russe m'attaque, ça leur portera plus de préjudice que d'avantages. Oui. C'est quel type de menace, du coup, à votre rencontre, même si, malgré la lumière, vous êtes quand même... La menace officielle, si jamais je rentre en Russie, ils vont me poursuivre pour divulgation de secrets d'État et me mettre à 20 ans de prison, pour 20 ans en prison. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et s'ils n'arrivent pas à me rapatrier en Russie, ils peuvent me faire n'importe quoi. Ils peuvent me faire la même chose qu'à Litvinenko, me donner du thé avec du polonium, ou comme pour Skripal, de me mettre du Novichok, ou pour Khashoggi, ce qu'ont fait les Saoudiens au consulat saoudien en Turquie, me découper en morceaux et me dissoudre dans l'acide. Voilà. À choisir. Bonjour, merci à vous pour vos réponses. Ma question, c'était la suivante. Ne vous pensez-vous pas que le conflit russo-ukrainien ou le conflit russo-occidental est le reflet d'un conflit de civilisation entre une civilisation traditionnelle et une civilisation plus progressiste ? Oui, c'est plutôt ça. C'est plus donc en fait vous avez compris que la prétexte officielle de ce conflit, c'est-à-dire soi-disant la volonté séparatiste des régions d'être plus proches de Russie parce qu'ils sont russophones, tout ça c'est faux. Parce que déjà la Russie c'est un énorme pays. C'est un pays qui compte 17,5 millions de kilomètres carrés pour 140 millions d'habitants. Ça veut dire que du territoire russe, il y a à manger et à en finir jamais. C'est-à-dire que s'il y a la population russophone qui serait soi-disant persécutée dans n'importe quel coin du monde, la Russie aurait pu leur donner à chacun 1000 hectares par personne, 10 000 hectares par personne pour s'installer en Russie, pour construire des maisons, pour faire ce qu'ils voulaient sur le territoire de la mère patrie. Non, ils ont dit non, on veut garder ces russophones chez vous, mais on veut qu'ils deviennent autonomes chez vous ou qu'on veut que les régions dans lesquelles ils vivent soient rattachées à nous. Donc vous comprenez que tout ça c'est faux. Donc voilà. Après, bien évidemment, rien n'est jamais simple dans la vie, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette relation entre ces populations, mais il y a aussi cette nostalgie en Russie, comme je vous ai dit, cette nostalgie impériale soviétique, voire même russe. Parce que l'Empire russe, qui s'est disloqué en 1917 avec la révolution d'octobre, la révolution communiste, il y a les territoires de la Pologne, de la Finlande, qui appartenaient à la couronne russe. Donc à la limite, Poutine peut maintenant réclamer aussi la Pologne, peut réclamer aussi la Finlande, il peut aussi réclamer Alaska. L'Alaska a été vendu aux États-Unis par la couronne russe. Donc il peut dire, la prochaine guerre, je vais faire aux États-Unis pour récupérer Alaska. Donc vous voyez, et il y a le truc, c'est que dans le monde, si vous commencez à vous amuser ça, on peut lui retorquer autre chose. Kaliningrad, c'est la Prusse orientale.
Et donc, si tu as récupéré la Crimée, à ce moment-là, l'Allemagne peut récupérer Kaliningrad. Carélie, la région voisine, c'est une région où on parle finlandais. Et donc la Finlande peut très très bien récupérer la région finlandaise. Et donc en fait, c'est sans fin. Les trucs comme ça, on peut prétendre à des choses territoriales, ce qui fait qu'en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a dit à Yalta et à Potsdam, on a dit les frontières telles qu'elles sont à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on les reconnaît telles quelles et ça bouge plus. Et Poutine, en fait, a voulu remettre en cause ça. Déjà avec l'annexion de la Crimée et avec l'Est, parce qu'en fait, il a violé déjà les accords de Potsdam et de Yalta que l'Union soviétique a reconnus, que la Russie, la Fédération de Russie a reconnus. Et il y a même pire que ça. Ça veut dire qu'en fait, à la dislocation du URSS, on craignait qu'il y ait une guerre civile et que au moins 4 États, la Russie, le Kazakhstan, l'Ukraine et la Biélorussie, se retrouvent avec l'armement nucléaire. Et donc, en fait, à cette époque-là, on a trouvé un accord. Les 3 États, Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan, donnent leur armement nucléaire à la Russie. Et la Russie signe un accord pour les protéger. Et donc, elle a signé. La Russie a signé un accord, ça s'appelle les accords de Budapest, avec les États-Unis et l'Angleterre, pour garantir la sécurité des 3 pays qui se sont débarrassés de l'armement nucléaire, dont l'Ukraine. Et donc Poutine a violé ça aussi. Donc vous voyez, mais après, bien évidemment, il y a autre chose. En fait, lui, comme prétexte, il dit, à la dislocation du URSS, on disait qu'on lui a donné, on leur a promis à la Russie que l'OTAN ne progressait pas vers les frontières, vers l'Est. Et en fait, les anciens pays et de l'Union soviétique et du camp capitaliste, du pacte de Varsovie, tels la Pologne, la Roumanie, la Tchéquie ou les pays baltes, se sont retrouvés à partir de 1997 dans l'OTAN. Et donc l'OTAN, effectivement, a progressé, mais l'OTAN, à cette époque-là, avait un programme de coopération avec la Russie. À la limite même, il y a eu un moment où à la Russie, on proposait d'entrer dans l'OTAN. Et donc la Russie n'a pas voulu ça. Donc en fait, elle ne peut pas reprocher maintenant à l'OTAN de lui, soi-disant, se rapprocher d'elle, puisque c'est elle-même qui a refusé ça. Et puis, regardez en fait ce que Poutine a obtenu à cause de cette guerre. Il a dit, l'OTAN va s'installer en Ukraine, ça va me faire mal. Sauf que, suite à cette guerre, il y a 2 pays qui étaient neutres, la Suède et la Finlande. La Suède, 245 ans de neutralité. La Finlande, 80 ans de neutralité. Maintenant, tous les 2 sont en train de rentrer à l'OTAN. Voilà. Et donc, en fait, suite à cette guerre, Poutine a obtenu l'inverse, absolument l'inverse de tout ce qu'il a déclaré. Voilà. À la limite, l'OTAN aurait dû le décorer comme le plus grand héros de l'OTAN, parce que déjà, l'OTAN, comme Macron, il y a quelques années, il y a 5 ans, disait l'OTAN, c'est une organisation qui est en mort cérébrale. Et en fait, Poutine l'a réveillé. L'a mis en route. Il y a le budget et de l'OTAN et des États-Unis militaires qui n'ont jamais connu. Au Pentagone, ils ont le plus grand budget de tous les temps. Presque 800 milliards de dollars. Donc tout ça, suite à cette guerre. Donc merci pour cette réponse. Et aussi... On ne vous attend pas. Il faut manger le micro. Là, c'est bon. D'accord, merci. Alors d'abord, merci d'être venu nous voir à Cage. Moi, je voulais savoir, puisque vous nous avez parlé de votre période avant d'entrer dans le KGB et ensuite, comment c'était d'être étudiant au KGB, quel type de cours vous aviez, quel a été l'enseignement sportif et surtout comment a été votre première mission à l'extérieur du territoire soviétique. Ok. L'école du KGB qui prépare les espions, c'est une école qui a le statut d'une université, d'une école supérieure, comme la vôtre. Sauf que elle prépare pour un métier qui est un peu particulier. Mais donc en fait, comme je vous ai dit, la plupart des espions sont les espions qui sont soi-disant légaux, c'est-à-dire qui utilisent les couvertures internationales. Et souvent les diplomates, la couverture diplomatique. Et à un moment donné, le ministre des Affaires étrangères, Gromyko, disait à Andropov, directeur du KGB,
tes espions me font honte parce qu'ils jouent les diplomates et en réalité, ils n'ont pas la formation de diplomate. Et donc, Andropov a décidé, quand il est devenu directeur du KGB en 67, il a dit « Je vais former l'école dans laquelle on va donner la même formation qu'on la donne en MGIMO, qu'on donne pour les diplomates. » Ce qui fait que dans cette école du KGB, on donne, à part les disciplines spéciales qui vont servir à faire de l'espionnage, d'abord, on vous forme en tant que spécialiste en relations internationales. Donc, du coup, enseignement de langue, il sera mal noté. Enseignement des relations internationales, enseignement de l'économie internationale, etc., etc. Et puis après, bien évidemment, on vous prépare pour un métier d'espion. Donc il faut avoir, on vous apprend l'histoire des services spéciaux, on vous raconte comment ça fonctionne, chez nous, en Union soviétique ou en Russie, mais aussi à l'étranger. On vous enseigne les bases de ce qui est l'espionnage. L'espionnage, en fait, c'est l'information. Donc, on vous enseigne aussi à recueillir l'information, à analyser cette information et à faire du renseignement. L'espionnage, la plupart du temps, vous travaillez avec les gens. C'est-à-dire que vous allez à l'étranger, recruter les sources, c'est-à-dire prendre les gens. Par exemple, moi je suis russe. Vous êtes pour la plus grande majorité les Français. J'arrive, donc vous êtes dans cette école, je vais choisir les gens qui me paraissent prometteurs, qui vont après faire carrière, par exemple dans l'administration française ou dans les entreprises françaises pour arriver, je sais pas, à des postes de responsabilité dans les entreprises de CAC 40. Et si je vous recrute, ça veut dire que dans 15 ans, dans 20 ans, vous pouvez me fournir des informations très intéressantes. Mais pour le faire, il faut que je vous amène vers la trahison. Ça veut dire que vous allez trahir votre pays, vous allez trahir votre administration ou votre entreprise. Et tout ça, il faut que je vous manipule. Donc, on nous apprend aussi la psychologie humaine, comment manipuler les gens, comment connaître les gens, comment recruter les gens, comment voir qui est capable de trahir, qui ne l'est pas, quelles sont les motivations des personnes pour les amener à cette trahison. Et une fois, lorsque je vous ai amené à devenir ma source secrète, un traître pour votre pays, de vous accompagner, de vous motiver, de vous guider pour faire tout ça. Voilà. Et puis après, il y a des disciplines techniques, parce que par exemple, quand vous travaillez dans un pays étranger, il y a le service de contre-espionnage de ce pays, donc un service policier qui est en France, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui va lutter contre vous. Et donc, on vous apprend aussi les techniques de cette lutte avec le service de contre-espionnage. Donc, vous devez, par exemple, être sûr que vous n'êtes pas suivi. Donc, on vous apprend comment à regarder si les filatures qui sont organisées par le service de contre-espionnage. On vous apprend, tiens, il y a une caméra devant moi, on vous apprend à faire de la photographie, parce que les documents, lorsque vous allez avoir accès aux documents, souvent, vous ne pouvez pas les sortir, donc il faut faire les photos. Et à l'époque où nous, on le faisait, il n'y avait pas tous les moyens que vous avez actuellement. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les ordinateurs. Donc, en fait, tout était tapé à la machine. Et donc, il fallait avoir la technique ancienne avec les appareils photo, etc., etc. Donc, tout ça, on vous apprend. Et bien évidemment, quand vous êtes espion, il faut déjà être un bon sportif, tout simplement pour être en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on vous envoie quand même à l'étranger faire quelque chose qui est criminel d'un côté, et de l'autre côté, quand vous travaillez sous la couverture, vous faites deux métiers en même temps. Ça veut dire vous devez travailler comme diplomate ou comme commercial ou comme spécialiste en relations internationales et aussi un autre métier d'espion. Et c'est-à-dire que vous travaillez, en fait, au lieu de 35 heures, vous travaillez 160 heures par semaine. Et donc, il faut résister au stress, il faut résister à cette pression psychologique et physique. Donc voilà, tout ça, on vous apprend dans cette école.
Et bien évidemment, les langues étrangères, puisque de toute façon, vous allez travailler à l'étranger. Donc, il faut parler les langues étrangères assez bien pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le pays et aussi pouvoir recruter les gens pour les persuader pour travailler pour vous. Voilà. Très bien. Donc, au nom de toute l'association Clepsydre, nous vous remercions et nous vous remercions également Sergueï Girnov pour cette conférence. L'enregistrement de cette conférence sera disponible sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre et nous vous remercions encore une fois. Merci.